suis Bruno Pham, directeur de collection des éditions Akata. On est une petite maison d'édition de manga et aussi de romans qui sommes placés qui sommes situés à Rancon, en Haute-Vienne. C'est un tout petit village de à peine 500 habitants. Et de là, on travaille avec notamment les éditeurs japonais pour faire des mangas. À l'origine, on était prestataire de services pour une grosse maison d'édition parisienne. Et puis en 2014, on a décidé de prendre notre indépendance pour essentiellement différents artistiques. Et on a eu envie de pouvoir explorer des choses un peu plus pointues pour proposer des mangas un peu loin du stress des grandes villes. C'est vrai qu'on nous demande souvent si c'est pas un handicap d'être dans un petit village comme ça de la Haute-Vienne, dans la campagne, pour faire des mangas. Et ce que j'explique tout le temps aux gens, c'est que en fait, les éditeurs japonais, par définition, ils sont pas à Paris. Les imprimeurs, ils sont pas à Paris non plus. Et donc, à partir du moment où il y a une connexion Internet, même si parfois elle est un peu lente par rapport aux grandes villes, en fait, on peut travailler et on vit bien mieux et on arrive à prendre du recul justement par rapport à l'ultra-concurrence du marché du manga, surtout ces derniers jours et surtout ces derniers mois. Et c'est vrai que par rapport à pas mal de maisons d'édition, on a une ligne éditoriale qui est assez affirmée. On va dire qu'on la développe autour de 3 grands axes essentiellement. Le premier axe, je vais dire en caricaturant, c'est le manga au féminin, que ce soit du point de vue des personnages, donc ça veut dire qu'on met un gros accent sur des personnages féminins assez variés, mais aussi du point de vue des auteurs et donc des autrices, puisque le Japon, c'est un des pays qui, dans l'histoire de la bande dessinée, a développé le plus, qui donne la plus grosse part aux femmes depuis l'après-guerre, et donc plus de la moitié des auteurs de manga sont des autrices, et c'est quelque chose qui nous a toujours beaucoup tenu à cœur au sein des éditions Akata, et notamment on développe ce qu'on appelle le shoujo manga, qui est une catégorie éditoriale japonaise qui peut s'exporter, qui peut être proposé en France de manière plus ou moins différente, mais en tout cas qui donne une grosse part aux femmes dans la création. Le deuxième axe de notre éditorial, je veux dire que c'est un axe social un petit peu engagé, qui regarde l'être humain dans son environnement, à une époque donnée, à un endroit donné, et comment en fait l'être humain il arrive à trouver son équilibre ou pas. Et donc à travers ces questions sociales, on peut aborder beaucoup de thématiques sur l'exclusion, la discrimination, le féminisme, l'écologie, les luttes sociales. Et ça passe notamment sur ces dernières années beaucoup par des questions de représentation donc de personnes LGBT, de personnes en situation de handicap. Et c'est des thématiques qui sont assez récurrentes dans les ouvrages qu'on aborde, et on essaye toujours de le proposer avec des points de vue complémentaires et des histoires qui peuvent se répondre, et aussi proposer des choses assez positives pour essayer de construire une société peut-être plus tournée vers un avenir commun. Et puis on a un troisième axe un peu plus décalé, qui est notre label What the Fuck, qui est peut-être une espèce de fluide glacial du manga, où en fait on questionne beaucoup les codes globalement de l'entertainment, les tendances de l'entertainment, ce qui marche, ce qui plaît, et aussi où se posent les limites de notre culture judéo-chrétienne en fait, et jusqu'où on peut aller dans la culture, dans l'entertainment, pour proposer des œuvres qui vont en fait finalement dans le fond proposer des visions d'auteurs, mais qui vont questionner sur est-ce qu'on peut tout aborder dans l'entertainment et la culture, et avec beaucoup d'humour. Et qui est un petit peu un laboratoire aussi éditorial, où on se permet de faire des choses qu'on n'aurait probablement pas pu publier dans un label généraliste, et qui permet de montrer tout un pan, je ne vais pas dire underground, mais en tout cas pas si mainstream que ça, de l'éditorial japonais. Et puis à côté de tout ça, comme notre éditorial il a pour aussi objectif un peu d'essayer d'ouvrir, je ne vais pas dire d'aller au-delà des clichés, et justement de s'attacher plus
au contenu qu'à la forme, on s'est rendu compte assez vite que dans la littérature young adulte et pour les jeunes, il y avait beaucoup de problématiques qui étaient très similaires à celles qu'on connaît sur le manga, et notamment sur la place que ça a dans la culture, la place que ça a dans les librairies et les problématiques aussi, les types d'histoires qui sont abordées. Et on a ouvert notre catalogue aussi à des romans jeunes adultes, qu'ils soient français, anglophones ou japonais, et ce qui nous permet en plus d'avoir une vision transversale sur des projets que les Japonais aiment bien aussi développer sur différents types de médias. Donc un des titres phares et emblématiques de notre catalogue, c'est vraiment Orange d'Ichigo Takano, qui est justement ce qu'on appelle un shoujo manga. Et c'est l'histoire d'une jeune lycéenne qui reçoit à la rentrée scolaire une lettre du futur qui va lui raconter tout ce qui va se passer dans sa vie dans les mois qui viennent. Et notamment, il va y avoir un nouvel élève qui arrive dans le lycée. Elle va tomber amoureuse de cet élève-là. Et en fait, cette lettre lui raconte tout ce qu'elle va devoir faire pour pas avoir de regrets dans sa vie d'adulte. Donc en fait, derrière une histoire qui a l'air d'être une romance pour lycéenne, qui a l'air d'être une romance pour jeunes ados, on a une histoire qui est beaucoup plus large, beaucoup plus généreuse et qui va parler finalement de thématiques très fortes comme le deuil et le suicide à l'adolescence. Et on va voir tout un groupe d'amis qui va se mettre en branle pour essayer de sauver quelqu'un. Et voilà, c'est vraiment un énorme best-seller. En France, en seulement 6 tomes. En France, en seulement 6 tomes, on en a vendu plus de 300 000 exemplaires. Au Japon, c'est des millions d'exemplaires. Ça a été adapté en animé, en série, en film avec des acteurs. Donc c'est vraiment une œuvre qui a été très fédératrice et emblématique aussi de ce que peut proposer de mieux le manga japonais dans des œuvres grand public et pourtant ultra qualitatives. Ensuite, je vais vous présenter Je crois que mon fils est gay, qui est une histoire du quotidien, voilà, où on suit l'histoire du point de vue d'une mère de famille qui se doute qu'elle a un de ses 2 fils qui est gay. Et elle l'observe avec beaucoup de bienveillance en attendant qu'il soit prêt à lui faire tout simplement son coming out. En attendant, elle essaye de créer un environnement familial le plus sain possible, le plus bienveillant possible, et puis aussi de se renseigner parce qu'elle va rencontrer d'autres personnes, comme un de ses collègues qu'elle va comprendre être gay, etc. Donc elle va pouvoir lui demander des conseils aussi. Et voilà, on est vraiment sur un manga sans drame, on est vraiment sur un manga sans drame, sans fil conducteur ou sans gros événements dramatiques, mais qui justement fait beaucoup de bien parce qu'il véhicule très positivement le fait que les choses peuvent bien se passer quand on est un adolescent qui se cherche. Aussi, c'est important de signaler que l'auteur lui-même, voilà, il est gay et avant de dessiner ce manga-là, il n'avait pas encore fait son coming out auprès de sa mère. Et c'est à l'occasion de la publication de ce manga-là qu'il a pu déclarer son homosexualité à sa mère. Et donc maintenant, je vais vous présenter Darius le Grand ne va pas bien, qui est un roman qui vient des États-Unis, qui est écrit par Adib Khorram, qui est lui-même américain mais d'origine iranienne. Et en fait, c'est un adolescent qui est en dépression, qui a un père voilà, d'origine américain à allemand et sa mère d'origine iranienne. Et en fait, c'est une grande réflexion autant sur le sentiment d'appartenance, sur comment on fait quand on est métisse dans une culture qui est un peu la sienne mais pas tout à fait, où vous avez du mal à trouver votre place. Et voilà, cet adolescent-là en dépression, il va à l'occasion d'un voyage en Iran, quand il apprend que son grand-père, qu'il n'a jamais rencontré, voilà, est gravement malade à cause d'un cancer. Il va, à l'occasion d'un voyage en Iran, peut-être se reconnecter avec des choses assez intimes de lui-même et aussi faire la paix avec sa famille, avec son père. Donc voilà, c'est vraiment un ouvrage qui est très important. Je pense qu'il est notamment très important pour un pays comme la France aujourd'hui, où voilà, les questions de métissage elles sont au centre de nombreux débats. Et puis le sujet de la dépression à l'adolescence, c'est un vrai sujet tabou. Et pourtant, on l'a vécu vraiment très frontalement ces dernières années. Voilà, c'est un vrai sujet qui n'est jamais abordé dans la littérature pour les adolescents. Et donc ça fait vraiment du bien de pouvoir avoir un livre qui aborde ce sujet-là, encore une fois avec beaucoup de bienveillance et de réalisme, parce qu'on sent que l'auteur a mis beaucoup de lui-même et de son vécu dans cet ouvrage.
Aussi, je voudrais vous présenter Teenage Renaissance, qui est un ouvrage de notre label What the Fuck, et que je trouve très intéressant parce que c'est un auteur japonais qui dessine dans un magazine plutôt pour adolescents et qui va rendre hommage à l'art de la Renaissance, donc un art qui est profondément européen, on va dire, et à travers ce média qu'est le manga, il va signer une comédie romantique vraiment parodique, où il se moque vraiment aussi de tous les codes des comédies romantiques pour les adolescents. Et dans la Louvre Academy, où se situe l'histoire de ce manga-là, on va suivre le quotidien de David qui est la fameuse statue qu'on connaît, mais aussi de toutes les autres œuvres d'art qui sont personnifiées, qui deviennent des êtres humains. Et on va suivre dans cette œuvre qui rend hommage à travers sa mise en scène, à travers sa mise en page, à travers vraiment des grands coups de génie narratif, à tout cet art de la Renaissance. Et je trouve ça vraiment fascinant de voir comment un auteur japonais, à travers un médium vraiment profondément japonais, il arrive à mélanger les codes, à mélanger les influences pour finalement ressortir une œuvre d'entertainment très grand public, mais qui est multiculturelle et qui va s'adresser pour le coup à un grand public et de plusieurs cultures et de plusieurs pays différents.